Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Faut-il limiter l'accès des jeunes aux écrans et surtout comment limiter ? C'était il y a 2 jours. Un groupe d'experts a rendu ses recommandations au gouvernement. On parle justement ensemble avec nos invités des mesures proposées. Qui laisse passer la lumière ? C'est le joli titre de la bande dessinée du jour. On en parle avec son auteur, Antoine Rocher, dans la seconde partie de l'émission. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Guillaume Ouattara nous donne des conseils pour limiter l'addiction aux écrans. Mais tout de suite, place à l'actualité du jour avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ouvrons ce journal avec un rétropédalage du côté du gouvernement. Les heures supplémentaires des enseignants qui devaient être supprimées jusqu'à la fin de l'année sont finalement réintégrées au salaire des enseignants. Il faut dire que la mesure annoncée avait fait un tollé. Le 29 avril dernier, les chefs d'établissement ont reçu le mail qui s'affiche sur votre écran. Les dotations d'HSE qui ont été attribuées à votre établissement au titre de l'année 2023-2024 feront l'objet d'un ajustement qui vous sera notifié et retranscrit dans l'application ASIE sans que soit remis en cause le principe de la rémunération des services faits. Afin de réaliser cette opération d'ajustement, l'application ASIE sera fermée quelques jours à compter du 29 avril. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce mail ? Quand on parle de HSE, ce sont les heures supplémentaires effectives et il y a aussi les IMP, les indemnités pour mission particulière. Ces 2 termes désignent donc des heures supplémentaires qui permettent notamment aux enseignants de faire de l'aide aux devoirs, de participer à des projets pédagogiques. Eh bien, ces heures-là devaient être coupées jusqu'à la fin de l'année du logiciel, du fameux logiciel ASIE. Tollé général, donc, chez les syndicats enseignants et les personnels de direction qui dénonçaient une mesure qui coupe les vivres des enseignants et finalement, donc, rétropédalage hier dans un communiqué de presse. Voilà la première partie de ce communiqué. Conformément à la priorité donnée à l'éducation nationale par le gouvernement, le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse ont souhaité que les établissements scolaires continuent à disposer des moyens de mener à bien leur mission. En conséquence, la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse a donné instruction pour que dès demain, les académies recouvrent les moyens budgétaires initialement notifiés afin de poursuivre l'attribution d'heures supplémentaires dans les établissements. En clair, c'est un rétropédalage total. Le gouvernement a souhaité faire des économies face au coup de rabot annoncé dans le budget de l'année 2024. Eh bien, les économies ne seront pas faites sur ces heures supplémentaires parce que le gouvernement s'est rendu compte que ces heures étaient utile et que sans elle, les profs allaient perdre un certain nombre de missions. C'est ce qu'explique par exemple Kevin Bossuet, il est professeur d'histoire-géographie en région parisienne, chroniqueur sur la chaîne CNews et ce matin il est revenu au micro de Sud Radio sur cette décision. Et patata, 24 heures plus tard, le ministère fait marche arrière et il nous dit « Mais non, ne vous inquiétez pas, on continuera les projets, on continuera tout ça. » Et on lève quand même tout ça. Et une chose quand même qu'il faut dire, c'est que les principaux et les proviseurs ont eu le logiciel de paiement qui ne fonctionnait plus pour éviter en effet qu'ils payent en amont des heures qui devaient être faites. Alors là, franchement, je veux dire, on est motivé. C'est un métier qui est compliqué. Parfois, moi, je n'ai vraiment plus envie de le faire. Vraiment, j'ai envie de changer de métier. Et là, on nous annonce ça, en plus sur des enseignants qui veulent travailler, sur des enseignants qui prennent des heures supplémentaires, qui accompagnent les réformes. Mais c'est pas possible d'agir comme ça. Affaire à suivre donc. Poursuivons ce journal avec des nouveaux faits de violence scolaire à Paris. Un lycéen du 12e arrondissement est à nouveau à l'hôpital après un passage à tabac survenu en début de semaine. Et c'est une information dévoilée ce matin par nos confrères du Figaro. Mardi 30 avril, vers 16h, un élève du lycée Élisa Lemonnier dans le 12e arrondissement a été agressé à la sortie des cours. Un autre élève qui est venu lui porter secours a également été victime de cette agression. Les 2 adolescents ont été transportés à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Pas d'informations pour l'heure ont été dévoilées sur leur état de santé. D'après les premiers éléments recueillis, le jeune homme tabassé se serait vu reprocher une relation avec une élève d'origine tchétchène. Et dans cette thématique des violences à l'école, la mère de Samara, agressée devant son établissement à Montpellier, a réagi à l'enquête administrative du ministère qui n'a pas identifié de situation de harcèlement.
pas de situation de harcèlement ni de manquement de la part de l'établissement fréquenté par la jeune fille. Après son agression, rappelons que Samara a passé une journée dans le coma. Eh bien, l'enquête administrative qui a été menée par les services du ministère de l'Éducation nationale a fait le point et déclare qu'il n'y a pas donc de situation de harcèlement. La mère de Samara a été interrogée hier par nos confrères de BFM TV et elle explique c'est quoi la définition de harcèlement. Je n'ai pas compris. Il faudrait qu'on m'explique à quoi correspond l'histoire de ma fille, les coups, les insultes, les crachats. C'est comme si tout ce que ma fille a vécu n'avait jamais existé. On essaye de la faire passer pour la méchante alors qu'elle a été victime d'une agression et de harcèlement dans le collège. Derrière toute cette histoire, vous le savez, il y a ces comptes Ficha dont on a déjà parlé ici et dont Samara serait l'une des autrices. De son côté, l'avocat d'une suspecte dans cette agression de Samara estime que le résultat de ce rapport est sans surprise et correspond à ce qui est dit depuis le début. Il répète que Samara n'était pas victime de harcèlement avant son agression. Terminons ce journal avec une question qui a agité les réseaux sociaux ces dernières semaines. Le CAPES de maths serait-il trop facile? Le Parisien a mené l'enquête pour démêler le vrai du faux. Oui, le CAPES, vous le savez, eh bien, c'est le concours qui permet aux titulaires d'un master d'enseigner les mathématiques en collège ou en lycée. Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, le sujet du CAPES 2024 est montré, divulgué, commenté par certaines et certains qui jugent les exercices trop faciles d'un niveau d'élève de terminale et qui parlent donc d'un nivellement par le bas. Comparaison est faite entre le sujet du CAPES de cette année et celui d'il y a une vingtaine d'années. Eh bien, c'est normal, révèle le Parisien qui a mené sa petite enquête. D'abord, on a un professeur de mathématiques référent SNES-FSU, Pierre Priouré, qui explique que les sujets ont changé de nature depuis l'année dernière. La première partie de l'épreuve peut apparaître très basique, mais l'idée est d'éliminer un certain nombre de candidats qui n'ont pas du tout le niveau requis pour enseigner en second degré. Ce qu'on teste aussi, c'est la capacité du candidat à être clair, rigoureux, précis dans ses réponses. Avec ces questions, on se rapproche de l'activité réelle de l'enseignant dans sa classe. En clair, c'est pas le niveau qui doit être difficile, le niveau est plutôt accessible, mais ce qui compte, c'est d'être sûr que les enseignants savent être pédagogique et expliquer leur démarche. C'est ce qu'explique également le président du jury du CAPES externe de mathématiques, Xavier Sorbe. Il y a moins de candidats, donc moins d'excellents candidats, mais le jury n'a jamais transigé sur le niveau. C'est la raison pour laquelle on ne pourvoit pas tous les postes. Notre responsabilité est bien de retenir les candidats qui seront capables d'enseigner dans des classes. Merci beaucoup Guillaume. Pas d'écran avant 3 ans, de téléphone avant 11 ans, d'accès aux réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans et ensuite de 15 à 18, des réseaux sociaux éthiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire éthique? Est-ce bien ou pas bien? Comment légiférer? On parle de toutes ces recommandations avec nos invités. Pour parler de ce sujet si important, je suis ravie d'accueillir sur mon plateau Agnès Evren. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame la sénatrice. Vous êtes donc sénatrice de Paris, groupe LR. Axel Desaint, merci beaucoup aussi d'être avec nous. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes directrice d'Internet sans crainte, qui est un programme national d'éducation au numérique de la Commission européenne. Alors, on va rester dans l'actualité du jour, suite aux recommandations livrées par un groupe donc d'experts dont vous avez fait partie. Le chef de l'État a déclaré ce matin donner un mois au gouvernement pour présenter des mesures concernant la place des écrans dans la vie des jeunes. Alors on va se concentrer sur les jeunes, bien que je pense qu'on est tous concernés, peu importe l'âge, bien évidemment. Plusieurs mesures, évidemment. On va parler de la première, ne pas offrir un téléphone portable avant l'âge de 11 ans. Compte tenu de la société actuelle, j'avoue que je suis assez interrogative, surtout sur la notion de faisabilité, parce qu'on va revenir ensemble bien sûr sur le pourquoi du comment, mais c'est la faisabilité qui m'inquiète. Madame la sénatrice. Écoutez, je trouve que ce groupe d'experts a fait d'excellentes recommandations, notamment pour les 0 à 3 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les écrans envahissent le quotidien des jeunes et que l'hyperconnexion a des effets délétères sur la santé mentale et physique des jeunes, des mineurs, évidemment. Mais surtout, l'UNESCO a fait une recommandation en 2023 pour interdire dans les établissements scolaires l'utilisation des portables, des écrans, pour toutes ces raisons-là, parce que c'est aussi un vecteur de cyberharcèlement. Donc moi, j'ai déposé une proposition de loi au Sénat. Suite au succès de votre tribune quelques jours plus tôt. Absolument, oui. Pour dire qu'en fait, il fallait
fallait désormais tenter de faire un usage intelligent et raisonnable des écrans, et notamment pendant le temps scolaire. C'est-à-dire que, comme je le disais à l'instant, du fait que les écrans envahissent le quotidien des jeunes, aujourd'hui, il n'y a plus de rupture entre le temps scolaire et le temps passé à la maison. Donc je propose une pause numérique, et que, comme en Norvège, quand les élèves arrivent le matin à l'école, ils déposent leur téléphone dans un casier et ils le récupèrent le soir en rentrant chez eux, tout simplement. Comme ça, quand ils arrivent à la maison, ils sont que sur leur téléphone. Mais voilà. Non, mais c'est pire. Mais attendez, c'est moi, je plaisante, mais j'ai peur de ça après à la maison. Beaucoup de profs, et d'ailleurs les études le montrent, il y a aujourd'hui entre 2 et 5 élèves par classe qui ont leur téléphone dans leur poche. Et donc, ça perturbe en fait les apprentissages. Ouais. Et les profs le disent eux-mêmes. Récemment, il y en avait un qui donnait un cours d'enseignement en langue, et il me disait qu'en fait, l'élève avait son portable sur les genoux, et que du coup, ça freinait l'apprentissage et la réflexion, parce qu'il avait, le réflexe de regarder en fait la solution sur Google Traduction. Vous voyez, donc ça freine les bons apprentissages. Et donc, dans ces conditions, je me suis dit, bien évidemment, il faut faire une éducation aussi des parents qui parfois n'ont pas conscience en fait des effets désastreux que ça peut avoir sur un jeune qui est en développement, mais aussi sensibiliser les jeunes. Donc je ne dis pas que les portables sont des boucs émissaires, je dis juste qu'il faut réorganiser et réguler l'utilisation des écrans et des téléphones portables pendant le temps scolaire. Alors, on va détailler bien sûr tout cela ensemble, mais j'aimerais, Axel Desaint, reposer cette question de la faisabilité. Est-ce que décemment, on peut dire aujourd'hui que demain, donc si la loi passe, il y a une proposition de loi, etc., qu'elle passe, il n'y a pas de téléphone pour les enfants de moins de 11 ans? Alors, je pense que c'est important de dire l'intention qu'il y avait derrière ce rapport et cette commission. Nous, ce qu'on a voulu vraiment transmettre, c'est un projet de société, en fait. C'est de dire, aujourd'hui, si on veut que les jeunes puissent pleinement profiter du numérique, mais aussi avoir le pouvoir d'agir, de choisir, et que l'expérience derrière puisse être totalement profitable, ça doit se faire par étapes. Parce qu'on ne peut pas mettre entre les mains d'un enfant et d'un adolescent le même équipement, si derrière il y a les mêmes types d'usages, et ça doit forcément s'accompagner d'une éducation. Donc c'est cette progressivité qu'on a voulu mettre en place. Ça, c'est pour l'introduction. Ensuite, justement, sur ce téléphone à partir de 11 ans, c'est l'idée de dire qu'avant 11 ans, le numérique, ça doit être une expérience ensemble, où le parent est présent, il accompagne, donc ça semble incompatible avec un équipement individuel. Et puis parce qu'on le voit aujourd'hui, et on le note dans le rapport, l'âge moyen d'équipement au premier téléphone, c'est 9 ans et 8 mois. C'est un âge où on est un enfant, et on sait qu'aujourd'hui, équiper son enfant d'un téléphone connecté, c'est lui donner accès à tout un espace où on n'est pas en mesure aujourd'hui, et les plateformes en particulier, de sécuriser cette expérience. 9 ans, c'est à peine, c'est même CM2, quoi. On est au CM2. Voilà, c'est ça. Donc, derrière ce téléphone à 11 ans, c'est l'idée de dire, effectivement, à partir de 11 ans, on va être davantage autonome, on se déplace seul, on va aller au collège, et ça, c'est fini, hein, c'est le moment où le parent accompagne et vient chercher. Donc, la socialisation augmente, avoir un téléphone qui permet de pouvoir être joint à distance, de pouvoir dire où on est, de pouvoir même échanger avec des camarades. Mais on n'est pas encore prêt aujourd'hui, à 11 ans, à pouvoir profiter d'une utilisation d'Internet en autonomie. Alors j'entends bien entendu évidemment ce que vous dites et bon, j'avoue partager bien sûr, mais dans la faisabilité, encore une fois, oui. Pardon, j'insiste un petit peu, c'est juste que dans une société où alors tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir acheter un enfant à un téléphone à son enfant, oui. Bien entendu, mais quand même, on voit bien la réalité, sinon on ne se poserait pas la question aujourd'hui, et le gouvernement non plus. On se voit bien la difficulté que c'est aujourd'hui avec nos enfants qui sont évidemment équipés ou suréquipés en smartphone. Comment faire pour tout d'un coup imaginer une société où les enfants n'auront pas de téléphone avant 11 ans? Je sais que voilà, je vais faire réagir, mais... Alors, non, d'abord, votre question est très très importante de la faisabilité, parce qu'aujourd'hui, il est vrai par exemple que les plateformes se livrent des bataille de l'attention des jeunes avec la puissance des algorithmes. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut faire une pause numérique pendant les cours, parce qu'en fait les capacités de concentration sont beaucoup plus difficiles en fait. Quand de temps en temps ils regardent leur téléphone, s'il y a des notifications qui tombent.
YouTube. Et il y a 2 chiffres qui sont très éloquents, et c'est vraiment dommage, je trouve, pour le développement intellectuel de nos jeunes. C'est qu'aujourd'hui, il y a une commission d'enquête au Sénat qui disait qu'en fait, les jeunes dans le monde passent en moyenne 2 heures par jour sur TikTok. Vous voyez la médiocrité de TikTok. Je ne vais pas vous faire de dessin. Il y a des bonnes choses aussi sur TikTok. Quand même. Oui, mais ça touche quand Tout même n'est pas plutôt à mauvais. l'émotion. C'est vrai, il y a parfois des formats un peu éducatifs. Mais, et par ailleurs, les jeunes passent 10 fois plus de temps sur leur écran qu'à lire. Voilà, moi je pense que quand on va encore une fois à l'école, c'est pour apprendre, c'est pour s'élever intellectuellement, c'est pour être en interaction avec un adulte enseignant, c'est pour travailler en groupe, alors que tout démontre qu'aujourd'hui, les téléphones, ça isole et ça enferme. Il y a des jeunes qui disent « Ah mais je suis dans ma bulle, je suis bien ». Vous savez qu'il y en a forcément une des deux qui va répondre à ma question. On va y arriver. La faisabilité, parce que toutes les raisons, je les entends. Non, mais là où vous avez raison de reposer la question, c'est que je me dis, en effet, ça va être d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies sont 10 fois plus puissantes que l'autorité parentale. Mais nous-mêmes, on est complètement absorbés par la technologie. Donc c'est vrai que je me pose cette question. Évidemment, j'entends tout à fait la réalité, mais comment peut-on faire? Les parents. Agnès, Axel de Saint, pardon. Déjà, c'est du choix du parent, quand même, d'équiper ou non son enfant. C'est-à-dire que là, c'est vraiment... on n'a pas voulu culpabiliser du tout les parents dans ce rapport, mais quand même, c'est eux qui décident d'équiper. Et c'est étonnant, parce que quand on les rencontre en conférence, nous on fait beaucoup d'interventions auprès des parents, ils sont outrés d'entendre que des enfants si jeunes sont équipés. Et pourtant, c'est bien eux qui les équipent. Donc, pas de téléphone avant 11 ans, ça ne veut pas dire pas de numérique ou pas d'expérience en ligne avant 11 ans. Oui, parce que le numérique intelligent, le numérique pédagogique, même évidemment... Sans ça, non, ça peut être le jeu vidéo, ça peut être le loisir. On n'est pas aussi à dire que le numérique ne doit être que éducatif. C'est juste que ce n'est pas à travers un outil individuel connecté. Ensuite, même dans la faisabilité d'un téléphone à 11 ans qui n'est pas un smartphone, eh ben, il y a peut-être un marché à reconquérir, à créer. Et puis, c'est un message... Il est déjà là, on les connaît, les vieux téléphones. Il y a peut-être des choses à inventer aussi, qui seraient un entre-deux et qui ne serait pas effectivement un outil où il faut taper 3 fois pour arriver à faire une lettre, parce que c'est sûr que ça, ce ne sera pas convaincant. Mais derrière ça, le message, c'est de dire, un téléphone, ça peut être aussi un téléphone qui n'a pas un abonnement avec des données, c'est-à-dire qui ne permet pas d'être connecté à Internet en dehors de la maison. Et ça, c'est déjà un message important qu'on peut transmettre aux parents. Est-ce qu'il n'y a pas intrusion auprès des familles, au sein des familles, de demander à ce que, effectivement, les parents ne donnent pas de téléphone à leurs enfants avant l'âge de 11 ans? C'est tout simplement le rôle d'éducateur des parents. Honnêtement, il faut être exigeant. Moi, je suis très vigilante vis-à-vis de mes enfants, et donc chacun doit jouer son rôle. Je pense que l'école a son rôle à jouer, que l'État a son rôle à jouer, mais que les parents, d'abord et avant tout, les parents doivent être vigilants. Moi, je sais que des professeurs me disaient que parfois, ils voyaient parfaitement bien quand un élève arrivait le matin sans son téléphone portable, parce qu'il y a des parents qui exigent des élèves de laisser leur téléphone en disant que, quoi qu'il arrive, l'équipe éducative les appellerait s'ils avaient besoin. Et donc, ils me disent, ils n'ont pas le téléphone, ils arrivent, ils sont tout frais. On en voit d'autres qui, sans doute, ont gardé leur téléphone pendant la nuit et qui arrivent et qui ont l'air fatigués. Et ils le voient tout de suite. Donc, encore une fois, je le redis, la faisabilité est essentielle, mais c'est là où les parents ont un rôle absolument primordial à jouer. Peut-être se poser la question de la manière dont ça peut être fait, parce qu'effectivement, si les parents sont inquiets des enfants qui sortent de l'école, effectivement, sans téléphone, parce que donc plus joignables, on le voit bien qu'il y a beaucoup de problèmes de harcèlement juste à la sortie de l'école. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un dépôt des téléphones portables au sein des établissements? C'est tout à fait l'enjeu de ma PPL. Et je le dis, comme je le disais tout à l'heure, on arrive le matin à l'école, on dépose son téléphone portable, et le geste même est très important. C'est que j'entre dans l'école, je dépose mon téléphone et je suis prêt à être concentré pour recevoir un apprentissage. Et on voit d'ailleurs tout de suite les différences de résultats scolaires entre des élèves qui ont été extrêmement concentrés sur le savoir qu'ils recevaient et ceux qui gardaient peut-être un petit œil sur leur téléphone qu'ils avaient dans la poche. Si on en arrive là aujourd'hui, on va détailler après les mesures évidemment ensemble, je sens que vous... Mais si on en arrive là aujourd'hui à se dire qu'il faut interdire, est-ce qu'on n'est pas dans cette logique où tout doit être dans l'interdiction et non pas dans la pédagogie ? Alors, c'est exactement l'inverse de ce rapport. Je sais que ça a été entendu comme des interdits, ce sont plutôt des recommandations. Et par rapport à ce que vous évoquiez, l'idée, c'est pas de contraindre les parents. Je pense que les parents, ils sont plutôt en recherche de repères. L'idée, c'est de les amener à réfléchir, à les faire... Voilà.
réinvestir aussi leur posture d'éducateur et de protecteur sur cette question. Parce que nous, et on ne l'a pas forcément dit, mais on a travaillé avec beaucoup de jeunes pour faire ce rapport. On a presque interrogé plus de jeunes que d'adultes. Et ils ont été demandeurs de ne pas être contrôlés, mais d'être protégés et de les aider à se réguler. Donc l'idée là, c'est plutôt d'apporter, c'est vraiment d'apporter en fait des repères. Et puis surtout une réponse peut-être aux parents, parce que moi je me suis posé la question moi-même, non pas en tant que journaliste, mais en tant que maman. Et je me suis dit, c'est quand même pas plus mal finalement, s'il y a une proposition de loi, une loi qui passe, c'est la loi, mon chéri. Non, mais je veux dire, et ça pardon, mais aux profs, parce qu'ils me disent souvent, voilà, ça peut rendre service aux profs, du portable. Voilà, exactement, et aux parents. Et aux parents aussi, parce que il y a eu beaucoup de constats qui ont été faits, notamment par le gouvernement, mais à un moment donné, il faut passer du constat aux actes. Il faut passer à l'action. C'est pour ça que moi, je propose un cadre concret, avec une mesure immédiate et très simple. Dès la rentrée du mois de septembre, on interdit, c'est-à-dire qu'on applique tout simplement la loi de 2018, qui interdisait l'utilisation des téléphones portables dans les écoles et collèges, sauf qu'elle n'est malheureusement pas appliquée. C'est pour ça que je pose un cadre concret, et je dis, on dépose les téléphones à l'entrée des écoles et des collèges, et ça donne un cadre utile aussi aux préfets. Alors, quand je parlais de faisabilité tout à l'heure, quand je parlais d'application aussi, on en vient toujours à cette même problématique, parce que ça reste une problématique, vous allez comprendre pourquoi. L'interdit en question des réseaux sociaux, eh bien, ils ne sont pas accessibles, c'est interdit pour les moins de 13 ans, et pourtant, 67%, figurez-vous, des 8-10 ans sont déjà présents sur les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram et autres. Donc, on voit bien que la réalité, en l'occurrence, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. La réalité est bien autre que celle qui est demandée parce que justement, ce décret n'est pas appliqué. Autre mesure proposée, donc, une majorité numérique et une interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, avec le après 15 ans des réseaux sociaux éthiques. C'est quoi éthique ? Alors, c'est important d'expliquer ce point-là. Je pense que le réseau social éthique, c'est celui dont on rêve tous. C'est un réseau social qui ne nous enferme pas, qui n'utilise pas de mécanique addictogène avec le seul intérêt de capter notre attention, parce que c'est l'économie de ces réseaux sociaux aujourd'hui. Donc le réseau social éthique, c'est un réseau social sur lequel on peut paramétrer, sur lequel on peut décider vraiment du contenu qui nous est donné, sur lequel on a la main, et où on est peut-être mieux informé de la véracité des contenus aussi, c'est-à-dire un endroit où on peut effectivement laisser son enfant. Donc aujourd'hui, en écrivant ça, c'est un message fort en direction des plateformes pour dire devenez les plateformes éthiques qui feront qu'on pourra dire des jeunes peuvent y aller pour profiter de tout ce que tous ces réseaux peuvent aussi apporter en termes d'information, d'accès à la culture. Alors, moi, je suis petit citoyen, j'ai 14 ans en l'occurrence, et je décide de aller sur Internet, me renseigner autrement. Je ne suis pas tout à fait en accord avec mes parents parce qu'ils décident que. Comment je vais faire pour justement me dire, moi, ton réseau éthique, il ne fonctionne pas parce qu'en fait, il n'est que l'application de tes pensées à toi, papa ou maman. Comment vous répondez ? Qu'est-ce que vous répondez à cet enfant ? Non, pardon, vous avez allez-y. Non, l'idée, c'est de pouvoir effectivement amener les acteurs qui proposent ce type de contenu, les plateformes, les services, à réfléchir au contenu qu'ils souhaitent proposer aux jeunes pour leur permettre justement de pouvoir investir ces espaces. Donc, aujourd'hui, avec ces propositions, on n'est pas forcément dans une logique de faisabilité immédiate. C'est des grandes intentions que l'on donne et qui ont surtout, et clairement je vais le dire, une valeur pédagogique. La volonté, c'était de pouvoir donner un repère à des parents et de leur dire aujourd'hui, je vais prendre une réalité. On prend les réseaux sociaux. Si vous allez sur la plupart des stores de votre téléphone, vous allez déjà voir un 12+. Ce 12+, il ne veut rien dire, puisque la plupart des réseaux sociaux permettent une inscription à partir de 13 ans. Et puis, il y a un autre discours qui leur dit, oui, mais il y a une majorité numérique à 15 ans. Moi, je les croise, les parents, ils n'y comprennent rien, ils sont perdus. Donc, la logique d'une majorité numérique à 15 ans, c'est de se dire, avant cet âge-là, on est trop jeune pour gérer seul ses données personnelles. C'est exactement ce que demande un réseau social, avec ensuite des mécaniques addictives, où on estime qu'un jeune avant cet âge-là n'est pas capable d'y résister. Et d'ailleurs, le rapport renverse la charge de la preuve à l'encontre de ces plateformes. C'est à eux de prouver qu'ils ne représentent pas de risque pour leurs utilisateurs. C'est pas à nous de devoir apprendre à composer avec. C'est ça le message. Parlons justement des plateformes. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Agnès Evren. Effectivement, on parle de l'interdit pour les enfants, l'interdit aussi pour les parents et par les parents, donc du coup, mais il y a aussi les interdits pour les géants du numérique, et notamment dont les sièges sociaux ne sont pas forcément en France. Et ça pose problème. Comment on légifère ? Alors ça, il faudrait le faire au niveau européen. Mais déjà, ce qui serait pas mal, je pense, c'est qu'au niveau national, on puisse enfin passer à l'action. Parce que vous le disiez vous-même, les mesures que vous proposez ne sont pas forcément effectives.
c'est de la pédagogie, c'est de la sensibilisation. Nicole Belloubet avait elle-même proposé le dépôt des téléphones à l'entrée des collèges et des lycées, mais elle propose une expérimentation. Moi, je dis, on n'a plus le temps. Désormais, il faut agir. Quand on voit dans les enquêtes PISA que la France est toujours malheureusement très souvent très mal placée dans les apprentissages, notamment en maths et en français, je me dis comment est-ce qu'un élève qui a son téléphone dans la poche peut ne pas être perturbé ou distrait, en tout cas par des notifications qui tombent. Et donc, il est urgent d'agir. C'est pour ça, il me semble essentiel véritablement de pouvoir passer à l'acte en permettant, encore une fois, de bien faire la différence entre le temps scolaire. Vous imaginez le symbole de se dire que le temps scolaire doit être sanctuarisé, doit être sacré, doit permettre aux élèves véritablement d'être concentrés et d'apprendre et de s'élever intellectuellement. Donc, on verra si le gouvernement, qui a un mois, je crois, pour réfléchir et poser des actes. Il serait vraiment temps de... Mais ça se passe donc au niveau européen, c'est-à-dire que Apple et Google sont installés en Irlande, par exemple. Est-ce qu'on a un contre-pouvoir par rapport à ces géants du GAFA ? Nous, très clairement, on a poussé effectivement plutôt les décisions européennes. On a aujourd'hui un DSA qui pose un cadre et qui a creusé, j'ai envie de dire, les sillons et qui a montré sa capacité effectivement à pouvoir faire plier ces plateformes, parce que faut pas se mentir, sans contrainte, ce sera difficile, il va falloir en passer par là. Et ça permet effectivement que la réflexion puisse être collective et vraiment avoir du poids. Nous, on a appuyé ça, ce qui n'empêche pas de pouvoir avoir des actions effectivement nationales pour décliner ça. Et puis peut-être même tester des choses concrètes qui pourraient être ensuite portées au niveau européen. Quand on voit... Et je pense qu'il y a urgence, parce que je connais parfaitement bien le fonctionnement européen. Vous savez, il faut l'unanimité des 27, ça prend énormément de temps. Je rappelle que vous avez été député européen. Voilà, et donc c'est pour ça, je pense qu'à un moment donné, il faut être pragmatique et poser des actes concrets. Et encore une fois, je le redis, le gouvernement s'exprime énormément, mais il n'y a pas d'acte véritable suivi des faits. Oui, et puis alors moi, de demander donc aux géants qu'on vient de nommer justement de stopper les fils en continu où on scrolle en permanence. C'est un peu pieux, à mon avis. C'est ça. Donc on est d'accord, autant de mesures qui sont proposées. Enfin bon, comment on va y arriver, je ne sais pas. On parle 2 secondes, s'il vous plaît, enfin 2 secondes, pour les 3 minutes qui nous restent, de l'hyperconnexion. Vous avez évoqué ce mot tout à l'heure, c'est très important. Est-ce qu'on peut rappeler les impacts sur la santé à la fois mentale, qui est la première réflexion qu'on a sur ce sujet, et il y a aussi un impact sur la santé physique. Santé mentale peut-être. Alors santé mentale, troubles du sommeil, difficultés d'expression pour certains. Ça crée également, des problèmes cognitifs, d'après ce que disent les psys, et encore faut-il démontrer l'addiction que ça peut créer. De ce point de vue-là, moi je ne suis pas psychologue, je ne suis pas scientifique, mais en tout cas, l'UNESCO l'a dit également et ça a été signalé sur le plan de la santé physique, parce qu'un élève qui est sur son téléphone, il n'interagit pas avec les autres et donc il est dans sa bulle, il se referme et voilà. Donc sur le plan mental et physique, c'est assez... Les chercheurs disent qu'il n'y a pas de problème sur le neurodéveloppement. Donc ça veut dire qu'il y a une notion sur l'addiction peut-être à revoir ? En fait, nous, on a eu vraiment à cœur dans ce rapport de pouvoir voir sur quel socle scientifique on pouvait s'appuyer, et puis ensuite sur des cas cliniques sur lesquels il n'y a pas forcément encore de recherche scientifique, parce que la recherche, elle prend du temps, mais pour lequel un principe de précaution peut être nécessaire. Donc effectivement, l'hyperconnexion, l'hyperexposition aujourd'hui, j'ai envie de dire de l'outil écran, il a été prouvé au niveau de la santé que ça avait des impacts. Ça a des impacts, vous l'avez dit, sur le sommeil, ça a des impacts sur la vue, qui nécessitent qu'on ait pris ces mesures assez fortes en direction des moins de 3 ans et des 3-6 ans, qui sont encore en développement, leur rétine se développe. Et ça, voilà, donc ça, c'est important de le dire. Et c'est très important. Sur la concentration, évidemment. Et c'est très méconnu. Après, sur la partie plus neurodéveloppementale, effectivement, il n'y a pas aujourd'hui de lien de causalité. Ce que l'on peut constater, c'est que l'utilisation qui change tout. Effectivement, il y a des cas cliniques qui montrent clairement qu'un tout petit, très présent sur les écrans, peut développer des troubles du langage, des troubles de la socialisation, qui s'arrêtent quand les écrans sont supprimés. Et on constate par ailleurs que des enfants assez exposés, mais dont le parent est présent, dans lequel il y a une interaction, les effets délétères disparaissent totalement. Donc là, c'est vraiment, il faut rassurer aussi les parents, c'est vraiment l'usage qui compte. Quant à
la question de l'addiction, c'est plutôt les mécaniques addictogènes qu'on va pointer. Et clairement, aujourd'hui, les mécaniques utilisées par certains réseaux sociaux ou plateformes, qui visent à ce qu'on revienne le plus souvent, qui utilisent ces mécanismes de la récompense, et qui du coup activent nos dopamines, et on n'arrive plus à se contrôler. Et nous, on le dit nous-mêmes, adultes ou jeunes. Et là, il y a besoin effectivement d'investiguer davantage, que la recherche se poursuive pour pouvoir vraiment parler d'addiction. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été sur le plateau du Grand JT. Agnès Séverine, je rappelle, vous êtes sénatrice de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Axel Dessein, directrice d'Internet sans crainte. Allez voir sur la plateforme justement ce que cela implique, veut dire, et toutes les propositions qui ont été faites. Et ce rapport justement, vous étiez combien d'experts sur ce rapport ? 10. Voilà, quand même. Très intéressant ce rapport. Et on a auditionné beaucoup de gens. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été, Merci. D'être venu sur School TV. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve. Antoine Rocher, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Antoine. Vous êtes l'auteur de cette magnifique bande dessinée qui laisse passer la lumière, que vous avez coécrit, ou c'est l'illustratrice certainement Lila Cognier. C'est paru chez Glénat. Merci beaucoup d'être sur le Grand JT à distance, mais c'est tout comme si vous étiez sur notre plateau. La bande dessinée démarre, et c'est tout à fait singulier, je pourrais dire, par des images, mais sans justement dialogue. On est très interloqué au début, et vous comprendrez très vite en achetant cette bande dessinée. Et on s'est dit, mais de quoi parle-t-il ? Est-ce qu'il parle de disparition ? Est-ce qu'il parle de harcèlement ? Est-ce qu'il parle de vie après la mort ? Est-ce que c'est une intrigue, c'est policier ? On est complètement absorbé, et ça a été mon cas dès les premières pages. Racontez-moi ce qui vous a inspiré pour écrire cette BD. Alors, dans un premier temps, c'est donc, vous parliez de... Déjà, merci de m'avoir invité. C'est Lila Cognier, qui est donc la dessinatrice du projet, qui savait que j'écrivais pour des amis, qui m'a demandé de lui écrire quelque chose. Et j'essaie de trouver quelque chose qui pourrait nous satisfaire tous les deux, parce que c'est important de stimuler le plaisir du dessin chez un dessinateur. Et je pense que, et je m'en suis rendu compte rétrospectivement, que l'image de départ qui m'a inspiré, c'est un sujet qui date de la Renaissance, et peut-être même d'avant, qui est la jeune fille et la mort. C'est-à-dire le contraste qu'il y a entre ces deux figures qu'on retrouve en peinture, en sculpture, et l'idée d'héritage néfaste. C'est-à-dire quelque chose de néfaste, donc qu'on porte en soi et qui peut exploser 1, 2 ou 3 générations après. Et ça m'intéressait d'essayer de dérouler les réactions possibles à un traumatisme. C'est-à-dire qu'il y en a il y a 3 personnages féminins en fait qui sont touchés par un traumatisme qui est la mort prématurée d'un jeune homme dans les tranchées. Et chacune va réagir de manière différente à ça. Je vais essayer de pas trop en dire plus. On ne va pas divulgacher évidemment la BD, mais en dernière de couve, là, on voit cette image où cette jeune fille est sur les marches, on imagine, d'un monument aux morts, et elle dit « Tu vas rester avec moi toute ta mort, sinon à qui je pourrais parler ?» Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Alors déjà, toute ta mort, c'est tellement évocateur. C'est vrai, ça dure combien de temps la mort ? Ça veut dire quoi ? Comment on le quantifie ? Quand on est surtout enfant, on n'arrive pas à imaginer ce que c'est. Et à qui je pourrais parler ? C'est un vrai sentiment que ressentent aussi beaucoup de jeunes. Oui, alors j'ai placé l'intrigue dans les années 70 et moi j'ai eu l'âge de Diane dans les années 90, donc il y a peut-être des différences qui m'échappent. Mais Diane, donc mon protagoniste, est victime d'isolement parce que je pense que c'est un âge où le phénomène de groupe permet un certain confort, permet une certaine recherche d'identité, et on a du mal à accepter la différence de l'autre. En tout cas, moi je l'ai vécu dans les années 90 quand j'étais au collège. Et j'ai essayé de retrouver la même chose avec Diane. C'est pas aussi anodin le fait que la scène de harcèlement se passe dans le gymnase, parce qu'il y a une certaine proximité du corps
dans le cours d'EPS. Alors je suis même pas sûr que ça s'appelait forcément EPS en 71. Qui fait que je pense que l'humiliation passive est plus facile dans ce genre de contexte. Je pense que c'est aussi plus dur pour un enseignant d'avoir du contrôle sur ce qui se passe entre les élèves pendant ces moments-là. En tout cas, moi, j'ai des souvenirs personnels qui m'ont incité à me dire que c'était le bon endroit pour cette scène qui a lieu au début de la bande dessinée et qui explique la situation d'isolement dans laquelle se trouve Diane et qui explique sa réaction avec ce spectre. Effectivement, on le voit, page 8 et 9, où on voit, alors je ne sais pas si on le voit à l'image, mais enfin, il suffit d'acheter effectivement la bande dessinée pour s'en rendre compte très bien. C'est effectivement cette scène dont vous parlez pendant le cours d'éducation physique et sportive. Et effectivement, c'est cette fragilité qu'on ressent et qu'on peut très bien imaginer, qu'on a décrite souvent ici quand on parle de situation de harcèlement, par rapport aux élèves qui se sentent scrutés, qui se sentent mal à l'aise par rapport, eh bien là, elle doit faire du saut, elle est extrêmement gênée et c'est la méthode la plus simple pour ces harceleurs de se moquer d'elle finalement. Tout à fait, d'autant plus que c'est un âge où les différences de corps peuvent être énormes entre deux enfants, entre les différences d'évolution de la puberté entre garçons et filles peuvent être différents et d'un individu à l'autre. Donc il y a vraiment de quoi se moquer en fait. Il y a vraiment du matériel à disposition de ceux qui voudraient nuire. Tout à fait. Il y a évidemment, donc on l'a dit, cette notion de harcèlement que vous abordez très très vite dans cette bande dessinée. Il y a aussi une autre notion qui est celle de l'histoire avec un grand H. En fait, votre héroïne, Diane, qui a 12 ans, je crois, rencontre le fantôme de son arrière-grand-père, Adrien Lebel. Je ne sais pas si on peut en dire plus, mais c'est ce lien aussi qu'on peut ressentir, d'ailleurs peu importe l'âge, avec ceux qui sont partis et qu'on aimerait renouer. Des monuments en mort, je sais, il y a combien de communes en France? Il y en a 36 000, il y en a des milliers de communes en France et chacune quasiment a son monument aux morts. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai grandi, l'omniprésence de ce bâtiment qui n'a pas d'utilité matérielle, entre guillemets. Je me souviens, comme Diane, de passer du temps à regarder ces noms, à être choqué quand tu vois 5 fois de suite le même nom de famille en imaginant la tragédie que ça peut être de perdre toute une fratrie. Je sais pas, je m'éloigne peut-être par rapport à la question, mais non, mais c'est cette notion d'histoire en fait que vous avez intégrée effectivement dans la bande dessinée. Elle renoue, si je puis dire, justement, puisqu'elle rencontre, on le voit, il s'agit d'un fantôme à l'occurrence de son arrière-grand-père qui lui en fait était soldat donc pendant la Première Guerre. Et donc il s'agit ici aussi de raconter finalement aussi aux jeunes ce qu'a vécu son arrière-grand-père et donc les atrocités de la guerre. Oui, la thématique de la mémoire et le spectre, donc Adrien Lebel, est sensible à ça, c'est-à-dire que s'il passe autant de temps auprès des vivants, c'est qu'il a peur d'être oublié. C'est ça qui va le maintenir en vie. Et pour moi, c'était une manière de parler de l'importance de la commémoration. Je m'imagine volontiers que dans 100, 200, 300 ans, la Première et la Seconde Guerre mondiale n'en feront qu'une dans les manuels d'histoire et que lentement, ça va devenir des figures un peu abstraites. Est-ce que nous, on est capable de citer une guerre qui s'est passée il y a 400 ans avec précision? Et je vois entre mon enfance et maintenant des choses qui se délitent lentement. Je me souviens des derniers poilus qui sont décédés il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était un Australien le dernier. Donc j'ai l'impression de vivre ce moment-là où la Première Guerre mondiale va définitivement être rangée dans les guerres du passé. Et pour autant, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mes obsessions. Et ça me permettait aussi de remettre un peu en question la figure du héros patriotique, parce que ces histoires de victoires militaires, on les a beaucoup racontées sous des prismes peut-être plus politiques que personnels. Voilà, je pense en particulier au Pied de la gloire de Kubrick qui a été interdit en France pendant 30 ans, par exemple. Je pense à ça.
Parler de notion de mémoire, et je voudrais juste, en dernière question, parler aussi de cette notion de parole qui se libère, et du lien transgénérationnel, et la transmission aussi des fameux, la transmission du secret, en fait. Au sein de chaque famille, il y a beaucoup de secrets, et là, on ressent ça aussi dans cette bande dessinée qui s'appelle « Qui laisse passer la lumière », parue chez Glénat. Oui, c'est ce que je racontais au début, et je pense que le mot-clé, c'est déterminisme social. C'est-à-dire le fait que cette blessure, elle a un écho sur plusieurs générations, et elle est protégée par une sorte de secret. Et il y a plus ou moins un personnage qui est responsable de ça, d'ailleurs. Je ne dirais pas son nom, j'ai pas trop envie de divulgacher, comme vous dites. Mais il y a la libération par la parole. C'est quelque chose qui pour moi touche à la fois d'ailleurs le problème du harcèlement scolaire qui est évoqué au début, mais aussi le poids de la famille. C'est-à-dire toutes ces choses qui, par confort, ne vont pas être dites, mais qui vont laisser des traces dans la profondeur et sur la durée. Et je pense que briser cette culture du secret, c'est pas évident par rapport au confort de l'immédiat, oui. Et non, et on le sait évidemment. Justement, lisez Qui laisse passer la lumière, paru donc chez Glénat, Antoine Rocher et Lila Cognier. Très très belle bande dessinée sur l'histoire de cette petite Diane qui a 12 ans et de sa famille, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le Grand JT, Antoine Rocher. Merci. Merci beaucoup, Virginie. Au revoir. Tout de suite, on va retrouver la chronique de Guillaume Ouattara. Guillaume, pour votre chronique, vous avez souhaité revenir sur notre thématique du jour en nous expliquant justement comment déconnecter un peu des réseaux. Oui, et d'ailleurs, je propose que l'on renomme cette chronique « Pas vue sur les réseaux », parce que normalement, elle s'appelle « Vue sur les réseaux ». Et bien aujourd'hui, ça ne sera pas vue sur les réseaux, puisque je ne suis pas allé sur les réseaux, je ne suis pas allé sur mon téléphone, je ne suis pas allé sur TikTok, et donc, on va prendre ensemble le grand souffle de la déconnexion, et on va voir comment sortir de ces addictions aux écrans, puisque notre but aujourd'hui, c'est de déconnecté sur une chaîne de télévision, oui. Donc sur écran. Pas mal comme idée. On peut vous écouter en podcast, on peut couper l'image et juste mettre le son, ça marche aussi. C'est ça, mode avion. Bon, alors est-ce que vous avez une première méthode? Oui, tout à fait. Le livre. Non, pas fake news, pourquoi pas. Oui. Un livre. Oui, déconnecté, d'accord. Et ben voilà, on prend un livre, on déconnecte. Alors le problème, c'est que on a une tentation quand on commence comme ça à lire un livre. Je ne sais pas vous, Virginie, c'est qu'on a la tentation de faire autre chose, de sortir. On lit quelques pages et puis hop, on a une notif, un swipe, un match sur Tinder, etc. Vous savez d'ailleurs quel est le temps d'attention moyen, Virginie, pour un être humain? Non. Eh bien, c'est de 8 secondes. 1, 2, 3. 4, donc ça y est, arrêtez 5, votre chronique, je m'ennuie 6, déjà. 7, 8, vous voyez? Même le temps de dire 8 secondes, on s'ennuie. Donc voilà, la tentation, elle est grande de toujours faire quelque chose, et ça porte un nom d'ailleurs. Le FOMO, vous connaissez? FOMO, Fear of Missing Out. La peur de passer à côté d'une notification, d'une information. Quand on est en train de lire et qu'on déconnecte de son téléphone, on a peur de passer à côté d'un mail crucial, d'une information qui pourrait changer notre destinée. Et l'on finit par être hyper connecté. Bon alors donc le meilleur moyen de déconnecter clairement, c'est de poser son téléphone très très loin. Mais si on veut le garder quand même près de soi, est-ce qu'il y a des applications qui permettent de déconnecter, même si ça paraît complètement paradoxal? Oui, c'est un paradoxe, mais il y a des applications qui permettent de sortir un petit peu du numérique. Première application, elle s'appelle Forest. Vous allez voir une petite image d'illustration. Le concept, il est très simple. Vous définissez une plage de temps de déconnexion. Donc vous dites, par exemple, je vais déconnecter pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, etc. Et pendant cette période où vous êtes en train de déconnecter, un arbre pousse. Et si vous avez respecté le temps, à la fin, eh bien cet arbre, vous pouvez le rajouter à votre forêt. Par contre, si vous êtes revenu un
un peu trop tôt sur votre téléphone, l'arbre meurt. L'avantage de cette application, c'est que ça mélange et que ça combine deux passions de la jeunesse. D'abord, la jeunesse a besoin de se déconnecter et la jeunesse est aussi éco-anxieuse en général. Elle a peur des ravages, de la déforestation notamment. Et bien l'avantage, c'est que les arbres que vous faites pousser grâce à votre temps se transforment en vrais arbres, puisque l'application est en lien avec un organisme qui plante, une ONG qui plante des arbres. Ah justement, c'était ma prochaine question. Parfait, vous avez répondu. Autre appli? Oui, une autre appli, c'est Off-Time, qui permet de déconnecter son smartphone sans craindre de rater l'essentiel. En fait, vous personnalisez un petit peu la manière dont vous voulez déconnecter. Est-ce que vous voulez quand même avoir les SMS, mais pas les mails? Est-ce que vous voulez pouvoir accéder un petit peu à Facebook, mais pas à TikTok? Bref, vous filtrez un petit peu vos contacts en fonction également de la typologie. Vous pouvez par exemple décider de filtrer tous les appels de votre boss si vous voulez pas qu'il vous dérange pendant vos heures de travail. Voilà, c'est une possibilité qu'on a. C'est un message que vous m'envoyez? Non, je suis pas votre boss en même temps. Non, ben voilà. mais sachez que vous êtes filtré dans Off-Time. Okay. Dernière application que vous pouvez utiliser, elle s'appelle Space. Là, c'est intéressant parce que vous définissez le nombre de temps que vous souhaitez passer sur votre téléphone. C'est entre 5 minutes et 4 heures. Et le nombre de déverrouillages de votre smartphone que vous pouvez faire. Et à la fin, si vous ne respectez pas vos engagements, vous avez des messages un petit peu vindicatifs. Et surtout, vous pouvez avoir un suivi pour comprendre aussi ce qui a déclenché l'acte d'ouvrir votre téléphone. Bref, déconnecter un petit peu. C'est-à-dire vindicatif, vous faites engueuler? Ouais, vous recevez une petite gifle numérique. Non, mais vous savez, vous avez du rouge, attention, vous êtes hors délai, etc. Alors moi, j'ai installé par exemple sur Instagram des limites horaires et puis ça me dit, hop, la limite est atteinte, mais je fais, ok, continuez à swiper. D'accord, bon, d'autres options hormis les applis? Oui, alors, une option, je vous laisse découvrir. Je me suis rendu compte de ça, le Nokia 3310. Est-ce que vous saviez que ce beau téléphone, mais regardez-le, il a évolué avec son temps. Ce design robuste et soigné, ce petit air un peu malin, un chouïa désuet, le Nokia 3310, il est encore disponible, il est encore mis à jour. Et ça, c'est parfait comme premier smartphone pour les enfants. Pourquoi? Enfin, pour les enfants, pour les ados, parce qu'on a dit les smartphones, c'est à partir des ados. J'ai écouté avec attention ce que vous disiez tout à l'heure. Pourquoi? Il a un look qui est indémodable, il est résistant au choc et surtout, ça permet d'être un peu le hipster du collège ou du lycée, puisqu'on n'a pas le même téléphone que les autres. Et puis, il y a toujours la fameuse application Snake. Bon, et c'est un point que vous avez aussi un petit peu abordé, mais sur lequel il faut revenir. Si on décide de faire une détox pour ses enfants, il faut peut-être commencer par montrer le bon exemple et par soi-même un petit peu déconnecter. Sur votre téléphone, Virginie, vous en avez besoin? Oui. Non, non, faites pas ça. Vous déconnectez. On déconnecte. Ok, un arbre, c'est promis. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Soudain d'écolier. Et cette semaine, son invitée est la chanteuse Josiane. Comment ça se passe alors? Comment tu fais The Voice Kids, un peu l'émission qui a un peu fait basculer ta vie? Comment ça arrive? Moi, vu que je viens de très loin, c'est eux qui m'ont approché. Ils ont vu une vidéo de moi sur YouTube. Puis ils ont dit on a beaucoup aimé ta version de Ave Maria parce que j'étais toute petite puis je chantais le Ave Maria. Ils ont trouvé ça spécial, différent. Donc ils m'ont contactée. Puis j'ai passé des auditions vite fait après via Zoom, via Skype. Puis là, je suis montée à Paris pour les pré-auditions. Tu étais déjà allée à Paris? Non, c'était la toute première fois. Tu as été accompagnée? Oui. Avec ton papa encore? Mon papa pour la première fois. Puis là, quand je me suis rendue aux Battles, ma mère et mon frère se sont venus. Et comment tu as vécu cette petite parenthèse française? Je pense que quand j'étais jeune, je l'ai pris difficile. Je pense que tout l'aspect compétition, ça m'a vraiment rendue un peu stressée parce que quand j'étais jeune, tu sais, j'étais la petite fille qui chantait dans la région, puis c'était « Ah, t'es belle, t'es bonne, t'es capable », tu sais. Puis là, tu rentres dans une grosse émission comme ça, puis tu te fais éliminer, puis là, t'es toute jeune, puis tu comprends pas. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Tu trouves justement, je me demande toujours The Voice Kids si c'est bien pour les enfants. Ça leur fait pas du mal un petit peu? Moi, ça m'a fait du mal pour un peu, mais à la longue, ça m'a fait du bien parce que ça m'a appris de travailler pour qu'est-ce que je veux dans la vie. Ça m'a appris que ça prend des défaites, justement, pour se relever puis pour que ce soit plus beau après. Mais c'est dur d'apprendre ça à 12 ans. Oui, c'était quand même difficile. Mais aujourd'hui, j'en suis reconnaissante, je pense. Comment tu t'es relevée après, justement?
Ben c'est ça. Après ça, il y a eu quand même beaucoup d'années qui se sont écoulées pendant tout ça. J'étais à l'école, j'étais studieuse. Puis là, après ça, je suis allée aux auditions, aux pré-auditions au Québec pour faire les auditions de La Voix. Là, t'as quel âge? Là, j'ai 19 ans. Tu le fais une première fois? Je le fais une première fois. Et, ça se passe pas bien? Ben c'est ça, la journée de mes auditions. Eux, ils ont fait leur recherche pendant mes entrevues, tout ça. Ils invitent mon père à venir dans une de mes entrevues avec moi. Puis, il lui annonce la surprise que lui allait passer les auditions la même journée que moi. Ouais. Donc, c'était une grande surprise pour lui. Il avait quelques heures pour se préparer pour sa chanson, puis tout ça. Donc, lui est allé avant moi. Il y a eu des chaises qui se sont retournées pour lui. Moi, je suis allée après, puis il n'y a aucune chaise qui s'est retournée pour moi. C'est trop triste, ton histoire. C'était quelque chose. C'était joyeux parce que, tu sais, mon père, il a pu faire l'aventure jusqu'au bout. Il s'est rendu jusqu'en semi-finale. Donc, moi, j'ai pu vivre l'expérience à travers ses yeux. Oui, vraiment. Il s'est rendu très loin. Mais en même temps, c'était comme une grande défaite pour moi. Encore une fois, en tant que... J'étais quand même assez jeune, donc j'ai trouvé ça difficile au début. Bah ouais, quand même, pour une enfant encore. Et après, l'année d'après, tu te dis quand même, j'y retourne. Oui, donc je me suis relevée, j'ai retourné. Je pense que c'est vraiment de voir mon père passer à travers cette expérience-là qui m'a fait réaliser à quel point je voulais la vivre. Puis, je suis retournée, j'ai eu une chaise qui s'est retournée pour moi. C'était Cœur de pirate. Puis, je me suis rendue jusqu'en finale, puis j'ai gagné. Donc, avec une seule chaise? Avec une seule chaise. Oui, puis j'ai beaucoup grandi à travers cette expérience-là. Tu sais, je n'étais pas la même chanteuse ou artiste que j'étais au début, que j'étais à la fin. Je me sentais plus prête à la fin. Je sentais que j'étais plus moi, plus relâchée. Au début, tu sais, moi, je suis très studieuse. Encore une fois, à l'école, j'écoutais, je voulais que tout soit parfait. Puis j'ai comme apporté ça en musique. Je voulais trop que tout soit parfait. Puis je pense que ça m'a nuit au début. Puis à la fin, ben, j'étais plus dans l'abandon, puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Tu lui en dois une belle à Cœur de pirate au final? Oui. Vous êtes toujours en contact? Un peu, oui. Je pense que c'est quelqu'un... C'était tellement une belle découverte pour moi, cette femme-là, puis j'ai vraiment apprécié apprendre à la connaître. Puis je pense qu'elle a vraiment un bon cœur, donc je suis contente de l'avoir rencontrée. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Josiane, pour la suite de Souvenirs d'écolier. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous suivre. Merci à toute l'équipe qui a préparé l'édition. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Théo Boscar. Le son, c'est Thibaut Gouril-Lafont. Le maquillage, Laure Audemont. Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Guillaume Ouattara, aujourd'hui, aux infos et chroniques. Je n'arrive plus à le dire maintenant. Plus de téléphone pour vous, Virginie. Là, c'est une trop grande consommation, c'est pour ça. J'ai plus de 15 ans. Oui, c'est vrai. Mais vous savez que je l'avoue, aujourd'hui, devant vous. La dépendance aux écrans, ça peut nous toucher à tout âge. Hein. Oui, je sens que ça ne va pas. Ouais. Reposez-vous, Guillaume. On se retrouve très prochainement. Merci à vous tous et nous, on se retrouve demain. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.